Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus aujourd'hui sur les TSA, troubles du spectre de l'autisme. On fait ça avec Juliette, pédopsychiatre. Salut. Merci d'être au micro. On va parler du coup d'un des troubles du neurodéveloppement, le TSA. Ça concerne beaucoup de monde. Alors le TSA, globalement, ça concerne 1% de la population. Donc, c'est-à-dire 1% des enfants, mais aussi 1% des adultes. Comme on disait la dernière fois, le TND est détecté au cours de l'enfance, mais se poursuit à l'âge adulte. Mais c'est ça, voilà. C'est des enfants qui ont un TSA vont devenir des adultes qui ont un TSA. D'accord. Quel âge moyen de diagnostic ? Alors, il n'y a pas d'âge moyen, je crois. Enfin, en tout cas, le diagnostic, on dit qu'il faut le faire, dans le meilleur des cas, avant 3 ans. Parce que du coup, il y a des signes cliniques précis avant 3 ans qui permettent de déceler le TSA. Malheureusement, il y a plein de cas de TSA peut-être légers qui n'ont pas été diagnostiqués avant 3 ans, qui peuvent être diagnostiqués durant l'enfance, l'adolescence, voire même à l'âge adulte, voire même assez tardivement. Et qui dit prise en charge précoce, enfin, diagnostic précoce dit prise en charge précoce, voilà. Justement. Tout à fait. Et donc, amélioration... Ça améliore quoi, une prise en charge précoce ? En fait, on va l'expliquer, mais du coup, le TSA, c'est un trouble dans du coup, le développement des habilités sociales, parfois du langage. En fait, si on prend en charge l'enfant au moment où normalement son développement a lieu sur les habilités sociales, le langage, tout ça, mais en fait, s'il y a un trouble et qu'on prend en charge à ce moment-là, donc avant 3 ans, mais ça permet en fait de pallier aux lacunes que l'enfant aurait pu avoir, aux difficultés qu'il aurait pu avoir et de compenser en fait ces troubles. D'accord. Donc vraiment l'importance du diagnostic précoce. Ok, très clair. Et concernant les facteurs de risque ou les étiologies, c'est-à-dire l'origine de ce trouble, est-ce qu'on a des connaissances ou des informations ? Alors oui, les troubles du neurodéveloppement, en fait, comme leur nom l'indique, c'est un trouble dans le développement du cerveau. Et en fait, le développement du cerveau, il commence in utero, donc quand la maman est enceinte, quand le bébé est encore en formation. Là, il peut y avoir en fait déjà des troubles dans le développement du cerveau. Donc les théories comme quoi on devient autiste à 5 ans parce qu'on a eu un traumatisme, parce que notre mère est partie ou je sais pas quoi, ça, c'est faux, archi faux. Les TND, en fait, c'est dès la naissance, en fonction de l'environnement. Au niveau vraiment cause, il y a des causes génétiques qui incluent plusieurs gènes. C'est-à-dire, c'est pas comme la trisomie 21 ou certaines maladies génétiques où il y a une cause. Et si on a ce truc, ce gène... Cette anomalie génétique. Voilà, on a le trouble. Dans le TSA, c'est pas ça, c'est si on a plusieurs gènes identifiés en même temps, qui codent comme ça, il y a un risque en plus. Associé à ça, il y a des facteurs environnementaux, c'est-à-dire certaines infections qui peuvent avoir eu lieu pendant la grossesse, les prises de toxiques qui ont eu lieu pendant la grossesse, des traumatismes aussi pendant l'accouchement, au niveau vasculaire, au niveau de la respiration du bébé, au niveau immuno-allergique, au niveau de l'inflammation, enfin c'est très très vaste. Et en fait, c'est plein de comme des petites briques qui forment un tout. C'est pas parce que on a eu une prise d'alcool pendant la grossesse que l'enfant aura un TSA. C'est pas parce que on a eu un gène que l'enfant aura un TSA. C'est vraiment cette association de tout ça. Un effet synergique, un effet additionnel de l'ensemble de facteurs de risque. Tout à fait. Et après, il y a certains facteurs de risque. Pareil, les facteurs de risque, c'est pas parce qu'il y a ça que l'enfant aura un TSA, mais on s'est rendu compte a posteriori que chez les enfants avec un TSA, il y avait plus fréquemment ça, mais c'était pas du tout systématique. Notamment l'âge paternel élevé, donc il n'y a pas de cut-off au-dessus de 40 ans, au-dessus de 50 ans, mais globalement, un âge paternel élevé, en fait, ça veut dire que l'ADN est un peu plus vieux et donc du coup il y a des molécules en plus qui ont pu se fixer sur l'ADN et donc du coup qui peuvent être responsables. Enfin voilà, je reste vague parce que qu'on puisse être écouté par tout le monde, mais voilà, il y a certains facteurs de risque un peu identifiés au niveau de la réponse immunitaire maternelle aussi. Enfin voilà, ça reste vague parce qu'en fait c'est pas non plus très bien carré cette histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les troubles du neurodéveloppement, c'est des troubles du développement neurologique, donc du cerveau, et ça se fait durant
la grossesse, un peu à l'accouchement, un peu dans les premiers temps de vie. On n'est pas sur un trouble psychologique ou voilà. un traumatisme de vie qui développerait ce TSA. Les écrans ne créent pas d'autisme. Les écrans créent des symptômes d'allure autistique du fait des troubles de la communication qu'ils engendrent, mais ils sont réversibles, alors que chez les TSA, on ne parle pas de réversibilité, on parle de compensation. D'accord. Donc tout ce qui est la mère non pas assez aimante ou je sais pas quoi, ça c'est réfuté et archi réfuté. Et ensuite, il y a un autre facteur de risque important au niveau toxique durant la grossesse. C'est un médicament qui s'appelle le valproate et tous les dérivés. Mais ça, du coup, maintenant, c'est connu. Et si on est sous ce traitement, l'acide valproïque ou autre, il y a une contraception qui doit être faite. On le met très peu aux femmes en âge de procréer. Voilà, ça, c'est beaucoup plus cadré maintenant. Ok. La clinique, les symptômes d'un enfant qui a un TSA ? Alors, pour diagnostiquer un TSA, en fait, on parle de dyade, donc c'est-à-dire 2 signes cliniques principaux. Le premier, c'est... Dyade ? Ouais, une dyade, comme une triade. Ok, très bien. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas si... Peut-être que nous, on l'utilise dans notre langage, donc ça devient... Non, c'est peut-être moi qui ai un petit déficit. En gros, il y a 2 grandes catégories de symptômes principaux dans le TSA. La première, c'est en fait une altération dans la communication sociale et les interactions. Et la seconde, c'est du coup des comportements restreints, stéréotypés ou des particularités sensorielles. Donc ça, c'est le TSA en général. Et après, il y a des spécificités dans chaque TSA sur le développement intellectuel. Est-ce qu'il y a un déficit ou non ? Est-ce qu'il y a du langage ? Est-ce que donc c'est une personne qui a un verbal ou non ? La condition génétique et la sévérité des symptômes. Et du coup, la définition de handicap en lien avec la sévérité de ces symptômes. D'accord. Donc, on va reprendre. Premier des signes cliniques. Altération de la communication sociale et des interactions. Ça veut dire quoi ? En gros, ça veut dire que c'est des enfants, dans leur développement du cerveau, qui vont avoir une altération, mais vraiment au niveau des neurones et des zones de leur cerveau, sur les zones communication. La communication, qu'est-ce que c'est ? La communication, c'est le langage, mais la communication, c'est aussi les gestes, c'est aussi se tenir en société, c'est s'adapter à tel ou tel interlocuteur. Tout ça, en fait, ça englobe la communication. Et chez les TSA, on dit qu'il y a comme une cécité du social. C'est-à-dire qu'ils ne... Donc, cécité, c'est... Pardon, c'est... ils ne voient pas les codes sociaux ? C'est ça, ils ne comprennent pas les codes sociaux. Et donc, en fait, tout le but de la prise en charge, c'est de leur apprendre... les codes sociaux qui, chez des enfants sans TSA, donc qu'on dit neurotypiques, c'est des codes qui arrivent tout seuls, en fait, avec le développement. Mais chez des enfants TSA, donc on dit neuroatypiques, n'ont pas ces codes, ne les comprennent pas et ont besoin d'aide pour les développer. Parfois une petite aide, parfois une plus grande aide. Donc, pour un peu être plus précise dans les signes cliniques qu'on peut avoir... Signes cliniques égale symptômes. Les symptômes, qu'on peut avoir dans cette catégorie donc, de cécité du social, on va expliquer ça comme ça. Il y a un déficit dans ce qu'on appelle la réciprocité. Chez les tout-petits, on peut déceler ça via ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire regarder quelque chose en même temps, avoir une attention sur un jeu, sur un objet, sur quelque chose en même temps. Et en fait, c'est des choses dont nous, on ne se rend pas compte si on n'a pas de TSA. Pour nous, ça fait partie de notre communication voilà, il y a quelqu'un qui nous montre quelque chose, on regarde, on est attentif à la même chose. Ça, c'est quelque chose qui, chez les TSA, est plus compliqué. Il y a aussi, du coup, un déficit des comportements donc non verbaux, donc les gestes. Les gestes, ils peuvent être instrumentaux. Bon, là, peut-être que je précise trop, mais les gestes, c'est montrer quelque chose, c'est faire coucou pour dire au revoir, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Ou alors qu'on peut nous montrer et rapidement, on comprend que c'est pour communiquer. L'acquisition se fait de petit à petit et on ne bute pas sur... On comprend à quoi ça sert, en fait. On comprend que quand on fait ça, ça fait quelque chose chez l'autre. On attire son attention, on le rend heureux. Je te montre quelque chose, je comprends que tu vas regarder ce quelque chose et que ça va, pour moi, avoir un bénéfice parce que tu vas aller, par exemple, me chercher quelque chose. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est dans les gestes, donc les comportements non verbaux. Après, il y a du coup des déficits dans donc le développement, le maintien et la compréhension des relations sociales. Donc, par exemple, les règles sociales qui, chez les personnes neurotypiques, sont plus faciles à comprendre. Par exemple, le vouvoiement,
le fait qu'on vous voit les personnes qu'on connaît pas, les adultes, et qu'on peut tutoyer les personnes qui sont proches de nous. Ça, c'est des règles sociales un peu non dites, entre guillemets, mais qui, pour les TSA, en fait, ont aucun sens. Et donc, du coup, ça leur demande un effort beaucoup plus important que la population générale pour réaliser ça. Mmh. Donc ça, c'est pour un peu la catégorie des relations sociales et du langage, de la communication. Et après, pour l'autre catégorie, donc on peut retrouver chez les TSA parfois des mouvements répétitifs et stéréotypés, donc c'est-à-dire des petits gestes de sautillement, de balancer les bras, de balancer son corps, ce genre de choses. Ça peut être la résultante de troubles en fait au niveau sensoriel, c'est-à-dire des enfants qui peuvent avoir une hyposensibilité, sensorialité au niveau du regard, par exemple. Des capteurs, globalement. Voilà, ouais, de leurs sensations. Et en fait, vu qu'ils sont hypostimulés, eh bien, ils vont bouger pour se stimuler. D'accord. Ils peuvent, par exemple, bouger les mains devant les yeux pour se stimuler au niveau visuel. Ils peuvent peut-être marmonner ou crier pour se stimuler au niveau auditif. Donc en fait, c'est des comportements qui, si on ne comprend pas que c'est lié à la sensorialité, peuvent paraître étonnants, mais si on comprend que c'est pour se stimuler ou au contraire s'hypostimuler, c'est-à-dire des enfants qui se mettent les mains sur les oreilles, qui se cachent les yeux, qui se recroquevillent quand il y a trop de bruit, tout ça. Ça, c'est des comportements directement liés aux particularités sensorielles des personnes avec autisme, qui sont très spécifiques, qui peuvent être hypo ou hyper sensitifs en fait à certains stimuli. Je suis hyper sensitif avec une hypersensorialité, c'est-à-dire je ressens trop les choses, eh bien je réduis mes activités pour réduire les stimuli de tout ça. Et si je suis hypostimulé, il y a des TSA d'ailleurs qui ont des troubles de la marche, ou en tout cas des marches particulières pour avoir une hyperactivité plantaire, etc. C'est tout à fait ça, ouais. C'est très vaste en tout cas. Il n'y a pas de personnes qui ont le même profil sensoriel. Ce profil sensoriel peut aussi évoluer dans le temps. Donc un profil sensoriel à 4 ans, on peut le refaire à 10 ans parce que ça peut évoluer. Et on peut être hypostimulé au niveau auditif, hyper stimulé au niveau visuel. Enfin, c'est très variable. Ok, très clair. D'accord. Et ensuite, il y a juste 2-3 symptômes encore. L'intolérance au changement. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des routines très, du coup, ritualisées pour être dans quelque chose qu'ils connaissent. Et en fait, quand ils sortent de quelque chose qu'ils connaissent, ça peut les mettre très mal. Donc, certains troubles du comportement qu'on peut voir chez certaines personnes avec autisme peuvent être la résultante d'une intolérance au changement importante. Donc, c'est sortir de sa zone de confort, sauf que chez eux, elle est étroite. En fait, c'est ça. On ne peut pas se rendre compte, je pense, de ce que ça peut leur faire. Enfin, c'est vraiment au niveau neuronal que ça se joue. Après, il y a des intérêts restreints. Donc, c'est parfois des enfants qui peuvent avoir des connaissances impressionnantes sur un sujet précis. Par exemple, les rois d'Espagne du XIVe siècle et les citer tous par cœur parce que vraiment, en fait, ils ont un intérêt incroyable pour ça. Et ils peuvent parler de ça si ça concerne leur intérêt restreint, mais dès qu'on s'écarte du sujet, ça les intéresse pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est assez typique aussi. Ça, faites attention. Les enfants, en général, peuvent avoir des intérêts restreints ponctuels, c'est-à-dire j'ai la phase dinosaure, j'ai la phase prince et princesse, j'ai la phase naninana. On n'est pas dans du pathologique là, c'est vraiment des intérêts que même les adultes ne comprennent pas, qui durent dans le temps, qui prennent toute la place dans le discours de l'enfant et qui restent fixes. Donc là, globalement, il y a les symptômes du trouble du spectre de l'autisme de manière générale. Ces troubles, ils sont détectés, donc tu le disais tout à l'heure que c'était le mieux, c'était quand même de les détecter, de les prendre en charge avant 3 ans. Ça va se révéler petit à petit avec la vie de l'enfant, et probablement aussi avec l'entrée dans des structures où ils vont rencontrer d'autres enfants, l'école, la crèche. En fait, c'est ça, il y a des symptômes spécifiques au développement, par exemple, du langage, des interactions sociales. En fait, il y a un peu des cut-offs, des limites. À 18 mois, s'il ne fait pas ça, là, alerte, peut-être il y a un TSA. Alors, c'est peut-être différent. Par exemple, pour le TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a vraiment une limite d'âge plus haute, donc à l'entrée au CP, où on demande à l'enfant de rester assis sur une chaise et d'être attentif, où là,
c'est à ce moment-là, en fait, que son étape développementale, c'est ça. Et donc, c'est à cette étape qu'on se rend compte s'il y a un TDAH ou pas. Chez le TSA, c'est beaucoup plus précoce parce qu'en fait, les habilités sociales, la communication, on l'a quasi dès la naissance, en fait. Un bébé communique avec le regard, avec les mimiques, avec les gestes, ses mouvements. Voilà. Et en fait, c'est des déficits, un peu de tout ça, qui sont des signes d'alerte vraiment quasi dès la naissance, quoi. Parce que la communication chez l'humain se développe dès la naissance. Ok, on en parlait quand on a fait le focus sur les TND, mais là, rôle aussi majeur, entre guillemets, du médecin généraliste. Tout à fait. Qui, lorsqu'il reçoit un patient jeune, parfois c'est compliqué de détecter des troubles de l'attention ou tout ce que tu viens de citer, mais globalement, c'est le premier professionnel de santé, le plus souvent, qui peut avoir son avis sur la question. Bah, tout à fait. En fait, c'est très, très rare. Alors après, parfois, dans les maternités, certaines sages-femmes, puéricultrices peuvent être formées. Alors, je crois que c'est des formations soit personnelles, soit dans leur cursus, mais c'est des choses qui se détectent tôt, donc dès la naissance de l'enfant. Bon, alors, naissance, j'exagère peut-être un chouïa, mais vraiment pas tant, hein, c'est très très tôt. Donc les personnels de PMI aussi sont très formés à ça. Et effectivement, voilà, les médecins généralistes, dès le début de la communication, le regard, donc là, je parlais tout à l'heure de l'attention conjointe, donc arriver à regarder la même chose que quelqu'un au même moment et se concentrer sur cette chose, ça c'est très tôt. Les gestes, les premiers mots, et après, voilà, petit à petit, dans la communication, il y a le langage qui arrive, mais un peu plus tardivement. Parfois, malheureusement, certains signes cliniques un peu plus criards, entre guillemets, c'est l'enfant ne parle pas. Ça rentre dans le trouble de communication, mais avant la communication langagière, il y a d'autres types de communication qui devaient être déficitaires aussi, quoi. D'accord, très clair. Et quelle va être la prise en charge qu'on peut leur proposer ? Alors, dans la prise en charge, en fait, tout dépend. Donc, on parle de troubles du spectre de l'autisme, c'est-à-dire qu'il y a de tous les grades, entre guillemets, en fait, de sévérité de symptômes et donc d'intensité de prise en charge. En fait, en fonction des signes cliniques aussi, on peut avoir des particularités, des difficultés plus dans la catégorie du langage oral, du langage non verbal, ou alors avoir plus de difficultés au niveau sensoriel. En fait, en fonction de nos signes cliniques, il y a des prises en charge adaptées. Donc, c'est pour ça que le diagnostic, il est fait par un pédopsychiatre, il est clinique, le diagnostic. On peut être aidé par des échelles, mais c'est pas obligatoire. Mais il faut avoir un œil médical, en fait, pour poser le diagnostic. Et après, il y a des échelles qui peuvent être faites par des paramédicaux, donc des psychomotriciens, des psychologues, des neuropsychologues, des orthophonistes, qui va en fait vraiment catégorier les points sur lesquels l'enfant a des facilités, les points sur lesquels l'enfant a des difficultés, des déficits. Et en fait, en fonction de ça, s'il y a des déficits dans les habilités sociales, il y aura une prise en charge sur les habilités sociales avec généralement une orthophoniste. S'il y a une difficulté dans le langage oral, prise en charge langage oral. S'il y a une difficulté au niveau sensoriel, plutôt prise en charge psychomote. Et parfois, il y a un peu tout ça en même temps. Et en plus d'une scolarité adaptée parfois ? Parfois, ouais, alors c'est pas du tout systématique. Pareil, en fonction de l'intensité de tel ou tel symptôme. Mais parfois, des scolarités, parfois, il y a des reconnaissances de handicap pour le trouble du spectre de l'autisme, parce que ça touche en fait un peu tous les champs de notre vie. La communication, en général, on l'utilise tous les jours avec n'importe qui. La sensorialité, même quand on est tout seul, du coup, ça peut nous impacter. Donc, effectivement, parfois, il y a des scolarités adaptées, des métiers adaptés, du coup, pour les adultes avec autisme. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui ont des questions, comme d'habitude, quand on parle de médecine, mais surtout de psychiatrie et encore plus de pédopsychiatrie, pour des parents inquiets, soit vous pouvez avoir des questions, reconnaître quelques signes. Dans ce cas-là, tant mieux si ça vous amène à une prise en charge plus précoce que ce qu'elle n'aurait été. Sinon, on peut aussi vous dire de ne pas trop s'alarmer. Et il y a toujours des subtilités, et c'est le métier de médecin que de déceler ces subtilités pour... Je suis tout à fait d'accord. Faut se faire confiance en tant que parent, mais il faut aussi faire confiance quand un professionnel médical nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, faut la vérité au milieu. Super, merci beaucoup, à bientôt tout le monde. Au revoir. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.